L'échiquier international, bienvenue à vous. Plus personne n'est épargné à Raza, même les humanitaires payent chèrement leur solidarité. En plus des victimes razaouis depuis le 7 octobre, et au-delà des 32 000 morts officiels, 7 humanitaires de l'ONG Central Kitchen tués, eux qui étaient censés apporter et organiser de l'aide humanitaire pour les Razaouis qui ont été victimes de bombardements. Les autorités sionistes ont reconnu, elles, qu'être à l'origine de la frappe, mais que c'était une frappe inintentionnelle. Les condamnations, en tout cas internationales, sont pléthores. La France, le Royaume-Uni, le Canada, la Pologne, les États-Unis, eux, demandent une enquête rapide et objective. Les condamnations donc émanent de partout et pourtant sur le terrain, les bombardements sionistes se poursuivent encore et toujours. On en parle tout de suite. Alors tellement de sujets se concentrent sur le drame razaoui, rien de mieux donc d'en parler avec un spécialiste du renseignement, géopolitologue également. Il a travaillé pour les Nations Unies, l'Union africaine dans le domaine humanitaire et a été également un observateur avisé de certains conflits. Ancien militaire suisse, Jacques Beau, bonsoir et heureux de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir et merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre chaîne. Le plaisir est partagé, Monsieur Beau. Alors, sans plus attendre, Monsieur Beau, l'entité sioniste a donc bombardé 3 voitures de l'organisation humanitaire World Central Kitchen. Parmi les victimes, des ressortissants étrangers, dont un Britannique, un Australien, un Polonais. Netanyahou affirme de son côté qu'il s'agit d'une frappe accidentelle, sauf que selon le journal Haaretz, on apprend que ces humanitaires travaillaient au sein d'une zone sans conflit et avaient coordonné leur mouvement avec l'armée sioniste, sans parler du logo humanitaire sur leur véhicule, et surtout que la deuxième voiture bombardée après avoir secouru la première, et la troisième a été bombardée après avoir secouru la première. Donc, Haaretz conclut que c'était donc des frappes délibérées et chirurgicales. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute à ce sujet. Effectivement, la voiture des humanitaires avait un mouvement qui avait été coordonné avec les forces armées israéliennes, c'est-à-dire qu'elle avait donné les coordonnées de son déplacement. Et on voit très bien d'ailleurs dans les images de l'attaque que la cible a touché exactement au sommet sur le toit de la voiture. Donc on voit qu'il y a eu un missile qui a traversé le toit de la voiture. Donc on a bien quelque chose d'extrêmement ciblé. Et puis les 3 véhicules ont été vraiment individuellement touchés. Et alors, là, effectivement, on voit pas du tout le cas d'un dommage collatéral, par exemple. Mais ce qui est le plus frappant dans cette histoire, c'est dans le contexte dans lequel ça arrive, parce qu'on a depuis maintenant plusieurs mois, bien sûr, mais en particulier depuis que la situation alimentaire s'est aggravée dans la bande de Gaza, on a des attaques ciblées des Israéliens sur les activités humanitaires et également, je pense que c'est important aussi de le dire, sur voilà, ça c'est une image du véhicule, on voit qu'il a été frappé vraiment dessus. Donc, apparemment, le ministère de la Défense israélien a dans un premier temps dit qu'il s'agissait d'une mine qui avait explosé à proximité des véhicules, et qui était une mine, enfin un engin explosif improvisé mis en place par le Hamas pour viser les forces israéliennes. Or là, on voit bien que c'est un ciblage précis du véhicule dont Israël connaissait les coordonnées et l'axe de déplacement. Donc, on a depuis plusieurs mois déjà une volonté des Israéliens de s'attaquer spécifiquement aux convois humanitaires. Alors, on a eu, c'est pas le premier ciblage des organisations humanitaires. Je rappelle que les Nations Unies ont perdu à Gaza la plus grande quantité de ses collaborateurs. Je crois que c'est le conflit où il a perdu le plus de ses collaborateurs actuellement. Et il y a à peu près 140 membres des Nations Unies qui ont été éliminés par Israël dans des frappes ciblées. Vous dites éliminer, hein. C'est intéressant.
Oui, on peut dire ça comme ça parce que quand c'est une frappe ciblée, on peut dire qu'il y a une élimination. N'est-ce pas? Quand vous avez une frappe, un dommage collatéral, eh bien c'est un dommage collatéral. La différence entre un dommage collatéral et une élimination ciblée, c'est que dans le dommage collatéral, vous ciblez un objectif. Et puis, s'il y a une explosion, eh bien, il y a des éclats, des éléments de la bombe ou du missile qui peuvent toucher des personnes qui n'étaient pas visées et qui les tuent. C'est ce qu'on appelle un dommage collatéral. C'est finalement, quand on compare, par exemple, la mortalité entre Gaza et la guerre en Ukraine, on voit que on a en Ukraine à peu près 200 fois moins de morts, grosso modo, de morts civiles, je veux dire, et on s'aperçoit bien que ces civils tués sont des civils qui ne sont pas visés. Ils sont simplement des victimes de tirs qui visaient des objectifs militaires. Tandis qu'à Gaza, on vise tout le monde, y compris les humanitaires, y compris les civils, et y compris tout ce qui est, en fait, tout ce qui, comment dire, toutes les... On vise aussi des gens qui, à des fins de dissuasion, si vous voulez. Le problème des Israéliens est le suivant, c'est qu'ils savent que ce qui retient, enfin un des éléments qui retient les Palestiniens à Gaza, ce sont les infrastructures, notamment médicales, c'est évidemment leur maison, mais c'est aussi les infrastructures médicales et naturellement aussi le fait ils veulent pas non plus que ces gens puissent s'approvisionner dans des centres d'approvisionnement. Donc ils détruisent systématiquement, pas nécessairement les centres d'approvisionnement, mais les gens qui vont attendre la nourriture au centre d'approvisionnement. Il y a plusieurs attaques qui ont été rapportées. J'en ai vu à peu près 15 rapportées. Il y en a probablement plus parce que c'est des informations qui datent d'il y a déjà quelques semaines. En tout cas, 15 attaques sur des civils qui attendent de recevoir la nourriture. Et là, on voit très bien qu'il y a des tirs ciblés parce qu'on est vraiment, on voit les images, d'ailleurs on a des images de drones qui montrent qu'on a des foules qui sont pas du tout hostiles, c'est vraiment des foules de civils qui attendent la nourriture, qui s'agglutinent autour de camions de nourriture. C'est un phénomène que je connais bien parce que j'ai moi-même été dans des situations semblables en Afrique. Donc quand vous arrivez évidemment avec un camion de nourriture dans une zone de crise, vous avez immédiatement un attroupement qui se fait autour. Et là, le rôle des militaires est de mettre un peu d'ordre, de faire un peu de discipline, d'organiser les civils pour qu'il y ait une distribution en ordre qui se fasse, qu'on fasse des queues et des choses comme ça, pour que chacun reçoive sa portion de nourriture. Alors Jacques Beau. Alors Jacques Beau, justement, je vais vous laisser poursuivre, mais j'aimerais d'abord que vous commentiez ce tweet. Il émane du célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden après les bombardements des véhicules humanitaires. Alors il tweet que Netanyahou a réussi l'exploit extraordinaire de ne pas respecter à la fois les conventions de Genève et les conventions de Vienne. C'est un tweet qui est tombé ce matin. Il conclut par « Vous vivez l'histoire, bienvenue ». Alors c'est vrai, Jacques Beau, vous qui avez été témoin de certains conflits de crise en Afrique et ailleurs, c'est vrai que c'est du jamais vu. Tout le monde condamne les bombardements, surtout sur des civils, les hôpitaux ciblés, un conseil de sécurité aussi qui adopte une résolution de cessez-le-feu. Et comme le dit Snowden, c'est vrai, est-ce qu'on est en train de vivre une situation exceptionnelle ? Alors, ce à quoi fait référence Edward Snowden, il y a deux événements distincts. Il y a les conventions de Genève, mais ça, les conventions de Genève, Israël les viole depuis 1947, en réalité. Ou de 1948, si on admet qu'en 1947, l'État d'Israël n'existait pas. Mais donc on a ces violations sont continues. Les conventions de Vienne, ça c'est différent. Il fait allusion là à la frappe qu'Israël a menée contre le consulat ou l'annexe, le bloc ou l'annexe de l'ambassade d'Iran
en Syrie. En Syrie. Et donc là, on a effectué une violation de la Convention de Vienne. La Convention de Vienne est la convention qui protège les diplomates et les institutions diplomatiques. C'est ce qui donne ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. C'est en fait, on fait référence à la Convention de Vienne. Là, mais bon, à Gaza, c'est pas le sujet. Ça montre simplement qu'Israël est un pays qui, comme je l'ai montré d'ailleurs dans mon dernier livre, le livre que vous voyez par-dessus mon épaule, Opération Déluge d'Al-Aqsa, Israël, en fait, c'est pour ça que je parle de 1947, c'est que depuis la résolution 181 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1947, Israël n'a jamais respecté une seule de ces des injonctions ou des résolutions qui la concernaient, et notamment celle de 1947, parce que même celle-là, la toute première, elle ne l'a pas respectée. Mais alors parlons de votre livre. Alors le livre justement qu'on voit sur la droite, Opération Déluge d'Al-Aqsa, une somme d'histoire politique, militaire également, et surtout beaucoup d'informations sur le droit international, sur l'histoire du droit international. Alors on entame le livre avec une citation d'Henry Kissinger, le célèbre diplomate américain, une citation qui est la suivante: une armée conventionnelle perd si elle ne gagne pas, une guérilla gagne si elle ne perd pas. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure, Jacques Beau, concernant Gaza ? Oui, mais on est dans ce cas de figure en réalité depuis 1947. En réalité, la résistance palestinienne a conservé son dynamisme. D'ailleurs, c'est un des rares exemples dans l'histoire d'une résistance qui a gardé toute sa vivacité et son dynamisme durant près de 80 ans. Et aujourd'hui, c'est le même problème. Et la raison pour laquelle j'ai introduit mon livre par cette citation est que même si Israël parvenait à détruire le Hamas, comme il le dit, et encore Israël est très loin d'être arrivé à cet objectif, mais bon, admettons qu'il détruise le Hamas dans la bande de Gaza, il ne détruit pas l'esprit de résistance palestinien. Et c'est ça, n'est-ce pas, si le Hamas est détruit, il y a une autre organisation qui va prendre le relais, et il y a beaucoup d'organisations. D'ailleurs, si vous lisez mon livre, vous verrez qu'il y a eu plus d'une vingtaine d'organisations de résistance qui se partagent en fait la lutte contre Israël dans la bande de Gaza. Et nul doute que si Israël parvenait à détruire le Hamas, une autre organisation prendrait immédiatement le relais. Donc en fait, c'est là qu'on voit que la stratégie, si on peut parler de stratégie d'Israël, est une stratégie de court terme de gens qui voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez, parce que d'ailleurs c'est le seul pays du monde, Israël est le seul pays du monde qui en 80 ans n'a pas réussi à faire infléchir la résistance. Vous faites le parallèle avec les Britanniques et l'Irlande du Nord, vous dites on ne peut pas bombarder simplement un mouvement de résistance sans accompagner un processus politique à côté, puisque ça ne marche pas. Vous prenez l'exemple des Britanniques avec l'IRA, enfin, vous parlez Exactement. De certains exemples. Alors moi j'ai été formé dans les services britanniques justement à la lutte anti-guérilla, anti-guérilla, anti-terroriste. J'étais à l'époque justement de la guerre en Irlande du Nord, donc je connais assez bien ce phénomène-là. Et on voit bien que les Britanniques ont mené une guerre, pas seulement là, et pas seulement les Britanniques, dans un processus politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Hamas s'est engagé dans les élections de 2005 puis 2006, élections qu'il a gagnées à Gaza. Et des élections exemplaires, selon les envoyés européens. C'était des élections exemplaires. Exactement. Et d'ailleurs, je le cite dans mon livre. Cette élection a été considérée comme un exemple pour le Moyen-Orient. Donc, on voit bien qu'il y avait toute la légitimité pour le Hamas d'être élu. Et la raison pour laquelle je voulais d'ailleurs écrire aussi ce livre, que j'ai commencé d'ailleurs avant le 7 octobre, parce que je savais que quelque chose était en train de bouillir dans cette région. Donc, je l'ai commencé avant. Mais n'est-ce pas, quand on parle du Hamas, en Europe, on a tendance à faire un amalgame qui après permet de justifier les horreurs israéliennes. Et ça explique pourquoi, d'ailleurs, à la question que vous avez posée tout à l'heure, que les Occidentaux, finalement, réagissent assez mollement
aux violations répétées faites par Israël, qui sont objectives, hein, puisque d'ailleurs quand vous lisez mon livre, vous voyez qu'il y a près d'une centaine de résolutions qui sont évoquées, qui condamnent Israël. Donc on n'est pas dans quelque chose de nouveau, on est dans quelque chose que les Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité, a reconnu. Donc on n'est pas du tout dans les questions des constructions complotistes, etc. Il y a objectivement un non-respect du droit international. Et je reviens au Hamas parce que tout récemment, j'ai entendu dans une émission du journaliste français Éric Morillo quelqu'un dire le Hamas a frappé la France. Et on voit bien qu'on essaye de justifier en France que le Hamas est affilié aux frères musulmans, qu'ils sont affiliés aux islamistes, et donc que c'est, comme c'est l'État islamique qui a frappé la France, c'est la même chose que les frères musulmans et que le Hamas. C'est le narratif de Netanyahou, Monsieur Beau. C'est totalement faux. Alors oui, ça vient de Netanyahou, mais alors c'est très largement répercuté en France, et ça entretient en France, comme dans les pays européens d'ailleurs, cette idée que finalement les Israéliens ont raison. Alors, j'aimerais juste faire un point là-dessus, sur la question du Hamas. Donc, le Hamas, d'abord, n'est pas affilié aux frères musulmans. Ça, c'est important de le dire. Le Hamas résulte d'une scission des frères musulmans. C'est précisément parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les frères musulmans qu'ils se sont séparés des frères musulmans. Donc, quand on dit que c'est associé à, c'est tout simplement faux. On va expliquer pourquoi rapidement. Parce que les frères musulmans leur reprochaient de délaisser les mouvements religieux pour s'intéresser qu'à la défense de la terre, alors que les mouvements religieux étaient plus dans une... Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Les frères musulmans sont bien un mouvement révolutionnaire, mais où, pour les frères musulmans, la priorité, c'est de développer l'islam pour ensuite développer la révolution, alors que pour on peut dire le Hamas, l'idée est de d'abord lutter contre l'occupation israélienne et ensuite voir le développement de la religion. C'est ça le processus. Ensuite de ça, et donc c'est tout à fait distinct, et d'ailleurs la charte du Hamas, qui a été écrite en 2017, que personne ne mentionne parce qu'évidemment elle est beaucoup plus politique et beaucoup moins, j'allais dire, militante que la charte de 1988, que tous les médias français ne font que citer, parce que c'est là où on parle de la destruction d'Israël. Dans la charte de 2017, on parle plus de la destruction d'Israël, et à l'époque où cette résolution a été adoptée par le Hamas, les observateurs sérieux ont d'ailleurs déclaré qu'on voyait dans cette déclaration, dans cette charte, cette nouvelle charte, que le Hamas se distingue, avait comme vocation de défendre un idéal religieux. Et donc l'idée de faire passer, de dire que le Hamas, comme on l'entend dans cette émission d'Éric Morillo, que le Hamas a détruit, a frappé la France, est tout simplement un mensonge. Alors, dans votre livre, Déluge d'Al-Aqsa, justement, à lire, chers téléspectateurs, livre que nous avons lu d'ailleurs, vous évoquez plusieurs directives ou doctrines militaires sionistes, j'aimerais bien qu'on s'y arrête un tout petit peu, comme la doctrine Bethléem ou encore la doctrine Daïla, je crois, la Daïla, c'est la force disproportionnée de la riposte, on en est là depuis le 7 octobre. La doctrine Bethléem, elle postule que l'État sioniste a le droit de se défendre préventivement contre une attaque imminente. La difficulté ici de déterminer le caractère éminent d'une attaque, mais j'aimerais qu'on parle surtout de la doctrine Hannibal, qui est une directive, la directive Hannibal, est appliquée non seulement en cas de prise d'otage, mais aussi lorsque des soldats sionistes risquent d'être capturés. Et par exemple, vous parlez d'un cas, le 24 janvier, je crois, 2024, près de Khan Younes, un char Markava est endommagé par un tir de roquette de la résistance, et les militaires sionistes ne peuvent pas s'en approcher pour récupérer donc les 3 blessés. L'état-major sioniste a donc préféré bombarder le char et ses occupants plutôt que de risquer qu'il tombe aux mains de la résistance palestinienne. Alors, le parallèle est vite fait. Peut-être que, également, le 7 octobre, on avait peur que certains jeunes du festival tombent entre les mains de la résistance palestinienne. Peut-être aussi qu'on les aurait exécutés, Monsieur Beau.
Alors, je ne sais pas si on les a exécutés, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, et d'ailleurs, on a pratiquement chaque semaine des nouveaux témoignages en Israël et dans la presse israélienne qui sortent sur les événements du 7 octobre, qui montrent, et d'ailleurs, je cite d'ailleurs dans mon livre, le témoignage d'un colonel de l'armée de l'air israélienne qui dit que le 7 octobre, l'armée israélienne a fait un Hannibal de masse. C'est-à-dire que pour éviter que des civils ou des militaires d'ailleurs soient capturés par le Hamas, on a préféré tuer tout le monde. Et d'ailleurs, on le voit, et les témoignages des pilotes d'hélicoptères qui sont connus, et des témoignages des équipages de chars que je mentionne dans mon livre. Je montre même des captures d'écran, des témoignages d'une commandante de chars, Merkava. On voit très bien qu'il n'y a eu absolument aucune précaution prise pour épargner les civils israéliens, le but étant d'empêcher que le Hamas puisse prendre, enfin le Hamas et d'autres groupes, puisque je rappelle que le 7 octobre n'a pas été seulement une offensive du Hamas, mais d'un certain nombre de groupes palestiniens, et que l'idée était d'empêcher que ces Palestiniens puissent prendre des otages. La raison pour laquelle cette doctrine Hannibal a été mise en œuvre, c'est que, vous le savez probablement, mais en 2011, les Israéliens, en échange du soldat israélien Gilad Shalit, avaient dû donner plus de 1000 prisonniers palestiniens en échange de ce prisonnier. 1027. Et donc, c'est une expérience qui est considérée que les Israéliens ont vu un peu comme une défaite, et par conséquent, ils veulent plus retomber dans cette situation, et c'est la raison pour laquelle ils ont adopté cette directive qui consiste à préférer éliminer leurs propres citoyens plutôt que de les sauver. C'est d'ailleurs aujourd'hui, au jour où nous parlons, il y a parmi les prisonniers qui ont été pris par les Palestiniens, eh bien, la grande partie, une grande majorité de ces prisonniers ont été détruits par les bombardements israéliens. Leur plus grande anxiété lorsqu'ils étaient dans les mains du Hamas, ce n'était pas tellement le Hamas, mais c'était les bombardements israéliens. L'état-major sioniste avait interdit aussi, après qu'on recueille les témoignages de certains de ces rescapés, parce que ces témoignages des anciens prisonniers ne collaient pas trop au narratif sioniste qui consistait à dire qu'ils étaient en souffrance entre les mains de la résistance palestinienne, M. Beau. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement les témoignages des personnes, et on le voit d'ailleurs sur les images, les images des libérations ou de l'échange des prisonniers sous l'égide de la Croix-Rouge internationale, et lorsqu'on voit ces images, on voit très bien que les relations entre les combattants du Hamas et les prisonniers étaient très bonnes. Et d'ailleurs, les prisonniers, ils les saluent, ils leur serrent la main, ils les embrassent, et on voit très bien qu'ils ont été protégés par les gens du Hamas en quelque sorte. D'ailleurs, je mentionne dans mon livre la structure du Hamas. Vous avez une unité spécifique du Hamas qui est responsable de la protection des prisonniers et notamment pour des prisonniers qu'on a vus lors de cet échange. Alors, monsieur, pardonnez-moi, monsieur. Il y a même une personne israélienne, une femme israélienne, qui a écrit une lettre ouverte de remerciement au Hamas après avoir été libérés, pour les remercier de la manière dont les combattants l'avaient traité. Alors, monsieur Beau, rapidement, vous avez écrit un livre sur l'art militaire russe, rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Alors, avec Gaza et la guerre en Russie, entre les Russes et les Ukrainiens, est-ce qu'on est sur le point de basculer dans la Troisième Guerre mondiale? Rapidement, monsieur Beau, s'il vous plaît. Non, il y a évidemment des risques, mais il y a probablement des risques d'inflammation de la situation. Personnellement, je suis un optimiste et je pense que le bon sens prévaudra et qu'on va se retenir parce qu'aujourd'hui, tout le monde commence à s'apercevoir, d'abord qu'en Israël, qu'en Palestine, les Israéliens dépassent les bornes et on s'aperçoit par ailleurs en Ukraine que malgré tout le narratif occidental, eh bien, ce sont bien les Ukrainiens qui perdent et qu'on ne va pas inverser le cours de l'histoire. Merci beaucoup, Monsieur Beau. Un entretien très riche avec vous. Merci d'avoir été des nôtres pour l'Échiquier international. Je vous dis à bientôt et merci encore. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News en vous souhaitant une agréable soirée et Sahaf Tourkou.